Très bien, ben, je crois que nous sommes prêts. Désolé pour le petit retard. On n'est jamais complètement à l'heure dans ces situations, mais ça va bien se passer. Donc écoutez, merci beaucoup. Bonjour d'abord, bienvenue. Merci d'être présent pour cette soirée qui s'annonce intéressante, je l'espère, passionnante peut-être. Vous savez sans doute que le 20 mars, une éclipse de soleil, pardon, est prévue en Europe. Elle sera totale au nord de l'Europe. Malheureusement, l'essentiel de la bande de totalité passe entre l'Islande et le nord de la Grande-Bretagne, donc ce sera évidemment très difficile pour les Européens de la voir, sauf si vous prenez un ticket pour le Svalbard, le Spitsberg, mais c'est très cher et je pense que c'est complet, et il n'y a pas beaucoup de place. Et cette éclipse sera partielle en France, et en particulier à Paris, la Lune éclipsera à peu près 80% du disque solaire, ce qui est quand même assez remarquable, et ce qui, évidemment, suscite l'intérêt de tous, et notamment de la Cité des Sciences, qui a donc organisé 3 jours d'événements exceptionnels autour de la Lune, ce week-end, et en particulier ce soir. Donc il y aura ce week-end, vous avez sans doute vu le programme, des conférences, des spectacles, des ateliers, des expositions, des spectacles de planétarium, et même des observations du ciel. Il y en aura une d'ailleurs à l'issue de cette séance. Tout cela sera consacré à la Lune. Donc ce soir, nous allons nous interroger ensemble sur l'influence de notre satellite sur le destin de la Terre. Et vous verrez que cette influence est vraiment importante. Il y a des influences physiques, évidemment, des influences culturelles aussi. Et pour parler de ce sujet, nous serons en compagnie d'un astronome, d'un océanographe, d'un biologiste, évidemment, et d'une conteuse qui viendra ponctuer la soirée de quelques contes. Et vous verrez que la Lune, évidemment, vous le savez déjà, a beaucoup inspiré les mythologies et les contes dans toutes les cultures de la planète. Et nous découvrirons aussi ce soir en avant-première des extraits de 3 documentaires qui seront diffusés sur Planète Plus dès la semaine prochaine. Et donc vous aurez la chance de découvrir quelques extraits qui nous serviront d'introduction au sujet que nous allons traiter ce soir. Donc pour être tout à fait complet, sachez donc qu'à l'issue de cette table ronde sera organisée une séance d'observation du ciel. Elle n'est pas complètement confirmée, je vous confirmerai en fin de séance si elle est maintenue ou pas, parce qu'évidemment ça dépend de la météo, et la météo n'est pas extraordinaire pour le moment. Sachez en tout cas que cette séance est organisée par l'Association française d'astronomie. Elle aura lieu sur la passerelle du niveau -1 devant la géode, et une personne vous attendra à l'issue, à l'extérieur de la salle, pour vous conduire à cette séance d'observation. Il n'y aura pas la Lune, parce qu'elle est couchée en ce moment. En revanche, s'il fait beau, ce sera l'occasion de voir les lunes de Jupiter, parce que Jupiter est très très bien placé dans le ciel. Et donc si vous n'avez jamais vu les satellites de Jupiter dans un télescope, c'est vraiment l'occasion. Je vous invite à aller faire cette observation gratuite. Voilà, mais tout de suite, je voudrais demander aux réalisateurs François de Ribrol et Alexander Abella de me rejoindre quelques instants sur scène. Merci François de Ribrol. Alors on vous doit Mémoire de volcan. Récemment, vous êtes un documentariste, vous avez fait plusieurs documentaires. Alexander Abella, donc voilà. Donc c'est des extraits de vos films que nous allons voir ce soir. François de Ribrol, vous avez réalisé Lune, c'est un film de 90 minutes, et ce sera le premier extrait que nous allons regarder au cours de cette soirée. Donc il sera diffusé sur Planète Plus les 16 et 20 mars à 20h45. Et Alexander Abella, vous avez réalisé, vous, 2 documentaires de 52 minutes qui seront aussi diffusés les 16 et 20 mars. Donc il y a 2 grandes soirées Lune qui sont prévues sur Planète Plus la semaine prochaine. Donc une série de documentaires qui s'appelle La Lune dans tous ses états. Et ces documentaires seront aussi diffusés, d'ailleurs, je crois, le mercredi 18 mars. Alors c'est 3 heures, finalement, à vous deux, que vous nous proposez de voyage autour de la Lune. Il y a aussi une application, un livre, enfin c'est assez riche finalement ce projet. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le site lune-lefilm.com où tout ça est expliqué. Donc c'est très ambitieux. Comment est né un projet aussi ambitieux, François de Ribrol? Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet de la Lune? Et vous pouvez répondre dans ce micro. Alors, c'est la toute première question qu'on me pose toujours. Eh oui. Parce que j'avais travaillé sur les volcans avant, j'avais utilisé des caméras nocturnes qui me permettaient de filmer en pleine nuit. Et j'ai découvert un monde extraordinaire, le monde de la nuit,
Donc je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait plein de caméras qui étaient en train de se développer pour pouvoir filmer la nuit. Alors j'ai cherché une idée pour faire un film et raconter une histoire de nuit. Il y a plein de choses qui sont passées par la tête. Et puis un jour, ma chérie et monteuse du film m'a dit « Tu devrais faire un film sur la Lune en mélangeant la mythologie et la science », ce que j'aime bien souvent traiter. J'ai regardé, ça n'avait jamais été fait. C'était la superbe idée. Et à chaque fois que j'ai parlé de cette idée-là, tout le monde a eu la même réaction. C'était une super idée, donc c'est pas la mienne au début. Et puis comment c'est devenu tout ce truc-là, ça c'est parce que je l'ai proposé à Planète. Plus, je l'ai proposé à Caméra Lucida, qui est la production, et ils ont été tellement emballés qu'ils ont voulu déclencher tout un méta-projet autour dont vous avez parlé, le livre, l'application, les 2x52, etc. Plein de choses. Il y a même quelqu'un qui a gagné un voyage pour aller voir en avion privé l'éclipse au-dessus des nuages pour être sûr de la voir. Donc voilà, je suis extrêmement heureux évidemment que tout ça ait pris une telle ampleur. Vous avez donc, j'imagine, c'est un gros travail parce que le film et les documentaires aussi sont très riches. Vous abordez absolument tous les thèmes finalement qui sont liés à la Lune. Combien de temps ça prend finalement de monter un projet comme ça, de faire les recherches, l'écriture du scénario? C'est un travail qui dure combien de temps pour que les gens se rendent compte un petit peu de... On faisait le calcul tout à l'heure là. Je crois que j'ai contacté Philippe Hebb, que vous allez voir, qui va être un des intervenants ici. C'était le premier que j'ai contacté, parce que c'est le premier sur qui on tombe quand on s'intéresse à la Lune, sur Internet en tout cas. Et ça, c'était il y a 2 ans. Le temps d'en parler, ça a pris 2-3 mois de convaincre tout le monde. Le temps d'écrire, ça a pris 5-6 mois. Le temps de le tourner, ça a pris 8 mois. Le temps de le monter, ça a pris 3 mois. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est un peu chevauché. Hein. L'écriture a évolué avec le tournage. Le montage se fait pendant qu'on tourne, etc. Et alors, il faut rappeler que c'est la particularité un petit peu de cette aventure, c'est qu'il y a un film donc, de 90 minutes et 2 documentaires de 52 minutes. Comment vous avez articulé l'un par rapport à l'autre? Quelle est finalement la spécificité du documentaire? Quand est-ce que cette idée de faire un documentaire à côté du film est née? Est-ce que c'était dès le départ prévu dans le projet? Non, c'était pas dès le départ. C'était après l'écriture du 90. Et donc j'ai été contacté par Valérie Grénon, qui est la productrice, et puis par la suite par François. Et l'idée était, par le 90, et je pense que c'est un conte, c'est une fresque pour la Lune. Et il y avait l'envie d'avoir des experts qui puissent parler de la Lune avec les images du 90 et des images supplémentaires, et donc être complémentaires au 90. C'est-à-dire que donc là, il y a eu un travail supplémentaire d'une certaine manière d'interview. D'ailleurs, on verra bien dans les extraits qu'on vous présentera. On distingue assez bien les deux types de films finalement. Oui. Certains avec des extraits de scientifiques. Vous avez interviewé combien de personnes pour ces documentaires? Je ne sais plus. Je crois à peu près 16 personnes. Vous m'avez dit, on s'est vu il y a quelques jours, et vous me disiez que finalement le plus difficile pour vous, ça avait été de savoir ce que vous alliez montrer, parce qu'il y avait vraiment trop de choses. Déjà, quand j'avais lu le 90, le projet m'a emballé immédiatement. Et comme j'ai fait des études d'astrophysique et d'océanographie, donc ça m'a parlé immédiatement, et j'avais envie, j'ai toujours eu envie de parler de ça pour le grand public. Et donc, le problème, c'est que moi, je voyais la Lune comme un astrophysicien. Enfin, bon, c'est pas trop le domaine des astrophysiciens, la Lune, c'est plutôt des astronomes, je dirais. Mais ce que j'avais pas réalisé, c'était l'ampleur on connaît tous la Lune, on la voit, on sait qu'elle est présente, on connaît tous les histoires de la Lune, mais on réalise pas à quel point la Lune a influencé la civilisation et l'humanité, comment on a évolué, etc., et la vie sur Terre. Quelle est l'influence réelle, quelle est celle qu'on imagine, etc. Et donc, c'est énorme. Et la grande difficulté, c'était de vraiment trancher, faire des choix. Et vous avez dit que le film est très complet, qui parle beaucoup de choses, mais je dirais que c'est que le haut du iceberg, parce qu'en réalité, le sujet est énorme et qu'on a fait des choix très difficiles. On n'a pas pu utiliser tout, et bon, ça méritait une série entière de documentaires. D'ailleurs, François
au départ, avait très envie de ça et il en a toujours envie, mais Donc il il y a les encore moyens. de la matière finalement. Justement, au cours pour la réalisation de ces deux films, je poserai aussi la question à François Dribol tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce que vous avez découvert finalement sur la Lune que vous ne connaissiez pas? Et vous vous dites, ah ben tiens, ça vraiment, j'ai appris un truc. Moi, ce que j'avais pas réalisé, c'était à quel point la Lune nous a donné la notion du temps. Et c'est une chose essentielle, je pense, dans l'évolution de l'être humain, d'avoir compris ou appris à mesurer le temps, et grâce à la Lune. On n'avait pas de montre avant, et la Lune était vraiment quelque chose qui a permis à faire les calendriers, et aussi toute la partie mythologique de le fait que la Lune croît et décroît et renaît, donc le lien avec l'immortalité, ça a été un modèle extraordinaire pour l'homme et qui continue à l'être, mais inconsciemment. François, sur la même question, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, étonné dans cette découverte? Enfin, peut-être une découverte de la Lune aussi pour vous, je ne sais pas. Ouais, moi j'ai tout, enfin tout ce qui est dans le film, je l'ai appris hein, en faisant le film. Je connaissais pas grand-chose sur la Lune avant, ou je savais qu'elle était belle, c'est tout. Mais non, moi, il y a un truc qui m'a renversé, où je me suis dit ça c'est la pierre angulaire du film, c'est que là où la Lune a eu le plus d'importance pour l'homme, là où elle est devenue le dieu le plus important, c'est là où là où la civilisation est née mésopotamienne, là où l'écriture est née, là où l'agriculture est née, au milieu de l'Irak, ce pays qui est déchiré aujourd'hui. Il y avait un temple, de la taille quasiment des pyramides d'Égypte, qui est reconstitué à moitié par Saddam Hussein. Il n'a pas eu le temps de le finir. La reconstitution, il a fait que les 3 premiers étages sur 7, qui était un observatoire, le temple du dieu Lune Sin. Alors là, j'ai dit, il y a eu un dieu Lune si important que ça, pour une civilisation si importante que ça, qui est la clé dans notre civilisation, pour nous aujourd'hui. Et en plus, alors bon, je me dis, il faut absolument aller en Irak, quoi. Alors j'ai creusé un peu le truc, et en plus, là, au pied du temple, juste à côté, donc le temple il a été construit il y a 5000 ans, et juste à côté, 1000 ans plus tard, Abraham serait né. Et Abraham, c'est lui qui a tué la Lune, ou qui a tué la croyance, le dieu Lune, et qui a créé le monothéisme, comme tout le monde le sait sûrement. Donc je me suis dit, mais c'est fou, toute l'histoire de l'humanité ou de la religion est liée à la Lune, et elle est là, à un seul endroit, c'est là que la Lune a rayonné au plus fort pour l'homme, et voilà, et c'est là qu'elle est morte aussi, et qu'elle est devenue un outil scientifique, enfin pas un outil, mais un luminaire, elle est devenue un objet pour la science, quoi. C'est un objet scientifique, oui. Ah voilà, moi ça je me suis dit, voilà, ça doit être au milieu du film, c'est le dieu Lune, il est né là, il est mort là, voilà, il faut que je construise le film pour le créer, et ensuite le détruire petit à petit. Climax, comme on dit dans le voilà, c'est ça qui m'a le plus bluffé, que je connaissais pas du tout. Est-ce que vous avez déjà regardé la Lune dans un télescope? Ouais, on a eu la chance de tourner à l'observatoire de Paris, là, dans une lunette astronomique, si je ne me trompe pas, qui est magnifique, qui peut être visitée d'ailleurs pendant les journées du patrimoine à Paris. C'est un super bel endroit, c'est une lunette qui fait 8 mètres de long, et voilà, et là on a eu la chance de regarder la Lune, de regarder aussi Saturne. Ouais, c'est un beau moment, parce que c'est une lunette d'époque, quoi. J'ose pas dire la date, je peux pas m'avancer, 19e, mais je sais pas quand. Ouais, voilà. C'est Jacques Lascar qui peut répondre. 1840. Jacques Lascar peut répondre à cette question, puisqu'il est à l'Observatoire de Paris. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. On va avoir un autre bon moment, puisqu'on va diffuser là, le début de Lune que vous avez réalisé, François Dribrol. Je vous remercie beaucoup d'avoir venu prendre un peu de temps pour présenter votre film, et c'est une belle introduction à la soirée, et je vous remercie beaucoup. Merci. Donc le film va être lancé tout de suite.
has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Quand l'homme a posé son pied sur la Lune, il a dans le même temps posé un nouveau regard sur la Terre. Devant ce spectacle grandiose, l'astronaute Bill Anders annoncera qu'ils avaient fait tout ce chemin pour explorer la Lune, mais que la chose la plus importante était la découverte de la Terre. Il ne pouvait certainement pas imaginer à quel point il avait raison. Les héros de l'espace ont trouvé sur la Lune des objets d'une valeur inestimable. Un trésor, vieux de plus de 4 milliards d'années, qui renferme la naissance d'une grande histoire. Notre histoire. De leur voyage, les astronautes ont rapporté ces fragments de Lune. Et dans ces quelques kilos de pierre, les hommes ont découvert, à leur plus grande surprise, un peu de notre Terre. Il y a plus de 4 milliards d'années, une planète du nom de Theia dérivait autour d'un jeune soleil. Elle aurait pu continuer à tourner ainsi d'une manière infinie si sur sa route elle n'avait pas croisé la Terre. À quelques centaines de mètres près, pour quelques degrés d'écart seulement, l'histoire aurait été complètement différente. Elle n'aurait peut-être même jamais existé. En percutant notre jeune Terre, Theia a arraché une partie de son manteau terrestre. Les débris éjectés ont formé un anneau avant de s'agréger pour donner naissance à la Lune. Les pierres qu'avaient rapportées les astronautes se composaient du mélange de ces deux planètes. Il y a dans la Terre des morceaux de la Lune, comme il y a dans la Lune des morceaux de la Terre. Le sang des astres s'est mêlé. On parle d'un couple Terre-Lune, d'une planète double, et leurs destins se sont liés pour l'éternité.
Alors raconter l'histoire de la Lune, c'est aussi raconter l'histoire de la vie sur Terre. Ce minuscule miracle perdu dans l'immensité de l'univers. Désolé, c'est un peu abrupt, mais on ne veut pas passer tout le film. Évidemment, il sera diffusé la semaine prochaine sur Planète Plus. Mais ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Je vais demander maintenant, s'il vous plaît, à Jacques Lascar, à Florent Liard et à Philippe Hebb de me rejoindre sur la scène. Nous allons nous installer pour la deuxième partie. Vous pouvez venir juste quand même le temps que je vous présente. Donc, Florent Liard, mettez-vous ici. Hop. Je vous ai prévu une place. Ne me demandez pas pourquoi. Et Jacques Lascar va s'asseoir à côté de Florent Liard. Vous allez vous mettre à côté de Martine Compagnon là-bas. Voilà. C'est pas un mariage, mais j'ai quand même fait un plan de table. Oui, donc raconter l'histoire de la Lune, c'est raconter l'histoire de la vie sur Terre. Alors voilà, la question qu'on va se poser tous ensemble ce soir, c'est à quoi ressemblerait la Terre si la Lune n'existait pas. Et pour répondre à cette question, évidemment, il faut se poser la question de l'influence de la Lune sur la Terre. Quelle est son influence, encore une fois, sur nos vies, sur la façon dont la Terre a évolué jusqu'à présent. Et c'est une question que nous nous poserons en compagnie de Florent Liard, donc, qui est océanographe, directeur de recherche au CNRS, et responsable de l'équipe ECOLA, vous me dites si je me trompe, mais c'est Échange Côte Large, au sein du laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. C'est ça, c'est à Toulouse. Et donc vous êtes spécialiste de la modélisation des courants océaniques et des marées. Donc on parlera de cela avec vous. À vos côtés, Jacques Lascar, qui est astronome, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Vous dirigez l'équipe astronomie et systèmes dynamiques au sein de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, c'est bien ça, à l'Observatoire de Paris. Et vous vous consacrez en particulier à l'étude des mouvements à long terme dans les systèmes planétaires. On vous doit la découverte du caractère chaotique du système solaire. Alors nous verrons ce que ça signifie et surtout ce que cela implique pour le système Terre-Lune. Il y a des implications très importantes à vos découvertes sur le sujet qui nous préoccupe ce soir. Philippe Hebb est biologiste, directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire Évolution et Diversité biologique de l'Université Paul Sabatier, c'est aussi à Toulouse. Vous dirigez l'équipe écologie comportementale et évolution des traits d'histoire de vie et vous vous êtes intéressé de très près à l'influence de la Lune sur les cycles biologiques. Et on verra que c'est de façon assez étonnante, il y a une influence qui est quand même assez profonde. Moi, personnellement, j'ai été assez surpris et nous verrons ensemble ce que cela recouvre. Et toute cette soirée sera ponctuée de contes de Martine Compagnon, qui est donc conteuse et qui nous fera voyager à travers les civilisations et les cultures, en égrénant quelques récits mythologiques ou quelques contes. Et je crois que le film que nous venons de voir vous a déjà inspiré un conte. Je suis ravie d'apporter quelques vérités non scientifiques dans ce flot de savoir présent ici. Et j'avais donc très envie de partager avec vous la vraie version de la création de Lune, indépendamment de ce qu'on voit sur les collisions de planètes. En réalité, au début du monde, Soleil vient vivre sur Terre avec son fils, Lune, et avec sa fille. Et le Créateur vit auprès des hommes qu'il a créés. Et en particulier, Lune, son fils, est un jeune homme à la peau cuivrée, aux muscles puissants. C'est un jeune homme qui bouillonne d'énergie et il aime la canaliser ou la diffuser ou l'utiliser en chassant, en courant, grimpant dans les arbres, taillant des pirogues, pagayant. Mais ce jeune homme sent bien que toute cette énergie contenue n'est pas complètement canalisée et qu'en particulier, il reste là, entre son nombril et ses genoux, à un lieu tendu d'une énergie qui ne trouve pas encore à se répandre et qui le tient réveillé la nuit. Et ses regards, comme tous les regards des hommes présents à cette époque, se tournent vers la seule femme présente qui est sa sœur. Comme dirait le film, à quelques degrés de parenté près, l'histoire n'aurait pas été la même, mais cette jeune fille est sa sœur. Il en regarde les rondeurs, la douceur de la peau, le désir l'obsède, alors il finit par partir de plus en plus tôt à la chasse. Et il finit par rentrer de plus en plus tard. Il évite le regard de cette jeune fille,
On ne le voit quasiment plus, on entend ses pas lorsqu'il rentre la nuit. Et puis une nuit, il rentre de la chasse. À cette époque, les nuits sont obscures. Il rentre de la chasse, pose ses armes et voit dans le hamac sa sœur étendue, les cheveux défaits, dans un sommeil profond, offerte. Il perd la tête. S'approche d'elle, mange sa bouche, touche enfin ses seins, contemple l'ombre du ventre, se couche sur elle. Et elle, dans le sommeil profond qui est le sien, rêve de vagues de chaleur, de volcans en éruption. Il est disparu aux premières lueurs du jour, mais elle, en se réveillant, sait que cette nuit, elle a connu l'amour d'un homme, elle ne sait pas lequel. Mais la nuit fut belle et puissante et tendre, alors le lendemain, tous les garçons qu'elle croise, tous les hommes de la tribu, elle tente de déceler un signe de complicité, un clin d'œil, rien. La nuit suivante, ça se renouvelle, à la nuit tombée, l'obscurité totale, elle sent le corps venir la rejoindre, elle ne sait pas qui c'est, mais le plaisir est grand. La nuit suivante encore, au bout d'un moment, ce mystère la taraude. Alors elle s'approche du feu un soir, trempe ses mains dans la cendre, s'enduit les mains de cendre, et cette nuit-là, lorsque l'amant mystérieux vient la rejoindre dans son hamac, elle prend soin, comme les nuits précédentes, de lui caresser le visage, la nuque, les épaules, et elle s'endort. Demain, elle saura. Aux premières lueurs du jour, l'homme est sorti de son hamac, alors elle se réveille un peu, puis elle entend des rires. Et des voix qui font « Ah, mais où est-ce que tu as reçu tout ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé dans le feu ou quoi ?» Alors, elle sait qu'elle va savoir, elle se lève. Et au moment où elle sort du carbet de l'abri, elle entend la voix de son frère qui dit « Mais pourquoi est-ce que vous riez ?» Et lorsqu'il se penche au-dessus de l'eau pour voir, elle comprend, elle pousse un cri. Tout le monde comprend. Et quand l'une se met à courir, c'est poursuivi par les pierres que lui jettent les autres hommes. Alors on ne peut pas le rattraper, c'est le plus rapide, le plus vif. Les vieux disent c'est pas grave, il ne vivra pas dans la forêt, il sera bien obligé de revenir, à ce moment-là on lui fera son affaire. Un frère ne touche pas à sa sœur. Mais les jours et les nuits passent et l'une ne revient pas. Alors un jour, Soleil, flamboyant de colère, envoie les plus vieux à la recherche de l'une. Et les vieux partent dans la forêt, pistent, tracent. Et ils finissent par découvrir, là, au pied d'un arbre, un squelette blanchi, la face contre terre, le reste des mains sur le reste du crâne. C'est tout ce qui reste de l'une. Mais ce sont les débuts du monde et les vieux sages sont vieux et sages, alors ils sortent les plantes et les pipes à fumer, ils sortent les chants sacrés. Et sur ce squelette, la chair se reconstitue. Le cœur se remet à battre et l'une ouvre les yeux. L'une a tout oublié. Un des vieux le bouscule, le soufflet, tu dis alors, vieux porc, t'as touché à ta sœur. L'autre dit, inutile de le frapper, il a tout oublié. Et c'est presque un homme à la tête d'enfant qu'il ramène au village. Mais Soleil est là. Soleil regarde son fils. Et Soleil, rempli toujours d'une colère qui flamboie, lui dit « Tu as fait quelque chose que la loi des hommes interdira de tout temps. Alors, puisque tu aimes tant la nuit, et puisque je dois t'éloigner de ta sœur, tu vas rejoindre le ciel, puisque tu as tant voulu courir dehors. Et je voudrais que la honte, sur une partie du temps, te fasse te cacher, et puis la règle étant que tu reviennes, car ceci durera jusqu'à la fin des temps, tu reviendras. » Et l'une est partie, et c'est son visage que l'on voit aujourd'hui. Et sur son visage, on voit encore les taches qu'a laissées la cendre sur ses joues. Et lui, de là-haut, implore le lac, les rivières et les océans de le laver. Et les lacs, les rivières, les océans lui renvoient que c'est la honte de qui touche à sa sœur. Mais on raconte qu'elle, qui avait tant aimé ce premier amant, a eu le ventre si déchiré de le voir partir avec la honte associée au geste qu'il ne fallait pas faire, que depuis, en hommage, en souvenir, en expiation, qui sait, en tendresse écoulée tous les mois, c'est de son ventre que coule le sang, et qui nous rappelle que de nos jours encore, un frère ne touche pas à sa sœur. Voici la vraie histoire de la rencontre de l'une et de la terre, un peu d'elle en lui et un peu de lui en elle. Merci beaucoup Martine Compagnon. Effectivement, expliquer l'origine de la Lune. Alors maintenant, je vais demander, s'il vous plaît, à Jacques Lascard de se rapprocher
du pupitre qui est là pour nous parler d'une influence absolument gigantesque de la Lune sur la Terre, et c'est quelque chose qui a été découvert par vous-même il y a une vingtaine d'années, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, pratiquement 22 ans exactement, donc la Lune a une influence beaucoup plus profonde sur l'évolution de la Terre que vous pourriez le penser. Et nous allons donc donner une petite quinzaine de minutes à Jacques Lascar pour nous expliquer un petit peu l'influence de la Lune sur l'axe de rotation de la Terre. Voilà. Donc je vais continuer de parler du couple Terre-Lune, hein, qui est ici, donc vu par une des sondes spatiales, une des sondes Apollo. Et en fait, je vais parler essentiellement de l'influence. Je vais parler aussi de l'influence de la... On va voir ce qui se passerait si elle n'était pas là, mais aussi de l'influence de la Lune sur le climat sur Terre, et plus précisément sur le climat du passé. Alors pour ça, il faut comprendre un peu les éléments clés de l'évolution du climat. Et il y a il y a deux choses dont je vais parler. Je vais parler de l'orbite et de l'orientation de l'axe de la Terre. Alors pour l'orbite, il faut... En fait, les planètes tournent autour du Soleil en des orbites qui sont à peu près elliptiques. On a le Soleil ici, et puis on a le deuxième foyer de l'ellipse. Et en fait, l'excentricité, ce qu'on appelle l'excentricité, c'est la distance entre les deux foyers. Donc on comprend que si une planète est circulaire, l'excentricité est nulle, et si l'excentricité est grande, l'ellipse est très aplatie. Et dans ce cas-là, même pour une excentricité faible, on a le point où on est le plus près du Soleil, ici, le périhélie, et le point où on est le plus loin du Soleil, l'aphélie. Et si on prend une planète, il fera plus froid ici que ici. Si on la laisse tout le temps ici, il fera plus chaud au périhélie qu'à l'aphélie. La variation de température entre le périhélie et l'aphélie, elle est très simple, c'est l'excentricité. Donc si on prend... Alors, l'excentricité actuelle de la Terre, elle est toute petite, c'est 1,7%. Mais quand on regarde la température, ce sont des degrés absolus qu'il faut prendre. Donc en fait, c'est 1,7%, non pas de 15 degrés, qui est la température moyenne de la Terre en degrés Celsius, mais de 288 degrés, la température absolue. Et donc, ce changement, c'est 5 degrés. Donc ça veut dire qu'il fait 5 degrés plus chaud au périhélie qu'à l'aphélie. Alors, mais bien sûr, toute la Terre est en même temps au périhélie ou à l'aphélie. Donc en fait, vous savez bien que les saisons ne sont pas les mêmes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. En fait, actuellement, on est en hiver au plus près du Soleil. On est au plus près du Soleil à peu près le 4 janvier. Donc en fait, la raison principale, et ça vous le savez tous, des saisons n'est pas cette excentricité de la Terre. Mais ces 5 degrés vont quand même jouer pour réduire le contraste des saisons en hiver et l'augmenter par rapport à l'hémisphère sud. Donc il fera un peu plus chaud l'hiver, on aura 5 degrés de plus. Si on regarde la cause principale des saisons, en fait, c'est l'orientation de l'axe de la Terre. Si je prends l'axe de la Terre, il est orienté de 23 degrés par rapport à la normale, enfin la perpendiculaire au plan de l'orbite, c'est-à-dire où plus ou moins l'équateur est à 23 degrés du plan de l'orbite. Et alors, si vous prenez un point ici à 45 degrés de latitude nord, si vous regardez en été, eh bien, la hauteur du Soleil va être de 45 degrés plus 23 degrés, ce qui va faire 68 degrés, alors qu'en hiver, on est à 45 degrés moins 23 degrés, c'est-à-dire 22 degrés. Le Soleil à midi est très bas sur l'horizon. Et résultat, la différence de température, de puissance reçue sur 1 mètre carré à la surface de la Terre, eh bien, c'est 2,5, c'est énorme, ce qui correspondrait à des différences de température de 72 degrés. Alors ça, c'est pour une planète, c'est à midi, entre l'été et l'hiver, mais en un point donné, si on attendait que si toute la planète restait comme ça au même point. C'est un peu ce qui se passe, ce contraste saisonnier. Ce n'est pas le contraste saisonnier dans les zones tempérées, mais dans les zones très continentales, on a des choses de ce genre. Parce qu'autrement, dans les zones tempérées, on a aussi tout ce mélange avec les océans, avec
Donc on n'a pas un contraste aussi fort. Mais disons que c'est ça. Alors vous avez donc les 5 degrés de tout à l'heure qui vont soit se rajouter, soit s'enlever à ceci. Ça, c'est une partie des éléments. Et ce qui se passe, c'est que ce contraste, ces 5 degrés, ça va dépendre si nous, on est en hiver au périhélie, comme maintenant. Donc là, on réduit le contraste des saisons, ou si on est en été au périhélie. Là, on augmentera le contraste des saisons. Et en fait, l'axe de la Terre ne va pas rester tout le temps orienté de la même manière. Il va précesser lentement. Je vais le montrer ici. Il va précesser lentement. Et ce mouvement lent se fait parce que la Lune et le Soleil exercent un tir en fait sur le bourrelet équatorial. Et donc on a cette précession de l'axe de la Terre en 26 000 ans. Et ce qui va faire que dans 13 000 ans, ou plutôt dans 10 000 ans en fait, parce qu'il y a plusieurs effets qui jouent ensemble, on sera en été au plus près du Soleil. Donc on aura des étés plus chauds et des hivers plus froids, parce qu'on sera aussi en hiver au plus loin du Soleil. Alors ça, c'est le premier élément. Maintenant, la forme de l'orbite se déforme. Elle est tantôt plus circulaire, tantôt plus excentrique. Et ça, elle se déforme à cause des autres planètes. Ce sont les autres planètes qui vont déformer l'orbite de la Terre par interaction gravitationnelle. Tout simplement, la même interaction qui fait que si je lâche ce micro ici, on peut faire des expériences. On est des physiciens, on fait des expériences. Je lâche le micro et je vais voir qu'il va tomber. Et bien là, c'est la même attraction qui va faire que les orbites vont se déformer. Et là, voici l'excentricité de la Terre, mais ça se déforme lentement sur 2 millions d'années en arrière, 1 million d'années en avant. La valeur actuelle, vous voyez, elle est toute petite, elle est ici, mais ça va changer, ça peut atteindre 6%. Et ça change avec des périodes qui sont de l'ordre de 100 000 ans ou bien 400 000 ans. Ce sont les périodes principales du changement de l'excentricité. Alors là, vous le voyez, et puis c'est pareil pour l'inclinaison, mais je vais vous le montrer de manière un petit peu plus vivante, en voyant vraiment les planètes bouger. Donc là, vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis on verra les autres planètes. Je vais lancer l'animation, on verra les orbites se déformer. La planète n'est pas située, on ne va pas mettre la planète parce que elle tournerait trop vite. On va juste mettre la planète à un moment au périhélie. Donc on verra comment bougent les périhélies. Vous n'allez pas voir vraiment les orbites. Vous ne voyez pas tellement la forme, la déformation de l'orbite parce que ça, c'est trop petit pour le voir vraiment. Mais vous voyez qu'elle se décale. Et ça, c'est le changement, la précession du périhélie. Donc la planète ici est au périhélie. Vous voyez le Mercure. Le périhélie de Mercure avance bien gentiment. Le périhélie de certaines planètes avance de manière plus compliquée parce que ce sont des mouvements compliqués. Et puis les inclinaisons, les inclinaisons, là, c'est beaucoup plus visuel. On voit vraiment que tout ça, ça bouge. C'est pas du tout une orbite fixe comme l'orbite de Kepler. Et en fait, le fait que l'orbite de la Terre, comme ça, bouge, c'est comme si vous vous placez sur la Terre, c'est comme si vous bougez le Soleil. Et si vous bougez le Soleil, du coup, ce que ça va faire, ça va changer la force. C'est comme si vous secouez la toupie qui est la Terre. Et si vous secouez cette toupie, vous allez changer aussi le mouvement de l'axe de la Terre. Et si je... Donc là, vous voyez que ça bouge, C'est pas... On se demande, là même, quand on voit que ça bouge comme ça, on se demande vraiment même comment ça fait pour tenir. C'est pas... et en fait, ça ne tient pas complètement. C'est pas... Mais là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler de ça. J'aurais pu vous raconter à un autre moment comment des planètes peuvent se cogner. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ces déformations, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que pour l'excentricité actuelle de la Terre, on avait 5 degrés de différence entre le périhélie et l'aphélie. Ici, si on passe à la plus grande excentricité qu'on a vue,
qui est de 6%, ben, ça va donner 17 degrés. Donc 17 degrés, vous comprendrez que c'est beaucoup plus. On augmente de 17 degrés ou on diminue de 17 degrés entre le plus près et le plus loin du Soleil. Et du coup, suivant que ça rajoute, là, l'effet de la précession va avoir encore plus d'influence, suivant qu'on le fait en été ou qu'on le fait en hiver. Et si vous regardez, donc ça va avoir une importance. Et l'autre importance, c'est l'autre effet, c'est, vous avez vu bouger les orbites des planètes, et je vous ai dit, ça va faire bouger l'axe de la Terre. Et ben, on va le voir là, c'est la même vidéo que tout à l'heure, c'est la même séquence, mais on va regarder ce que vous n'avez pas... tout à l'heure, vous avez surtout fait attention à voir la précession de l'axe de la Terre, mais vous allez voir qu'il bouge un petit peu cet axe. Si vous regardez bien, vous allez voir que le cercle là-haut, qui est décrit, des fois il est un peu plus grand, des fois il est un peu plus petit. En fait, c'est parce que l'axe bouge un petit peu, il bouge un petit peu, il s'agrandit. Alors, si on ne le voit pas bien comme ça, on peut arrêter la Terre pour juste voir l'oscillation de l'axe. Je ne sais pas. Donc, parce que là, on le voit. Donc, voilà. Là, vous voyez, j'accélère aussi un peu le mouvement. Et là, vous voyez bien bouger l'axe de la Terre. Donc, l'axe de la Terre ne bouge pas beaucoup. C'est 1,5 degré autour de sa valeur moyenne, qui est de 23 degrés. Mais c'est suffisant pour changer aussi le climat dans le passé. Et vous voyez, il y a l'orbite de la Terre qui bouge, il y a l'axe qui précède et l'axe qui oscille. Alors tout ça, ça fait des variations de l'insolation, de la quantité de soleil à la surface de la Terre, avec des périodes qui vont de 20 000 ans, donc la précession, 40 000 ans l'oscillation de l'axe de la Terre, 100 000 ans et 400 000 ans la variation d'excentricité. Et ça va avoir des effets importants parce que c'est ça qui va être à l'origine des variations climatiques du passé. Et la forme, pour dire le plus simplement les choses, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie de Milankovitch des climats. Et l'idée, c'est que si on se place à 65 degrés de latitude nord, si la calotte polaire, si en été, l'été n'est pas assez chaud, eh bien, la neige qui est accumulée pendant l'hiver ne fond pas. Et d'année en année, on a accumulation de la calotte polaire, augmentation de la calotte polaire, et on va vers une période glaciaire. Donc, ça, on le retrouve. On va retrouver la courbe qui est ici en jaune, qui décrit l'insolation calculée à partir du mouvement des planètes, en fait, on va la retrouver dans les données glaciaires, qui sont celles-là. Donc ça, c'est un forage glaciaire. On retrouve dans ce forage glaciaire ici un indicateur du climat par la mesure isotopique de l'oxygène 18 dans l'atmosphère, enfin dans les bulles d'air de la glace. Ça, c'est fonction de la profondeur. Et ici, c'est le calcul de la variation de l'insolation calculée en tenant compte de ce que vous avez vu, ce mouvement des planètes qui va faire changer l'insolation à la surface de la Terre. Et vous voyez que les deux correspondent très bien. Ça correspond tellement bien qu'on s'en sert même pour établir des échelles de temps géologiques. Alors tout ceci étant dit, ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qui se passerait. Donc ça, c'est avec la Lune. Vous voyez, la Lune a quand même pour effet de faire précesser l'axe de la Terre. Et là, ce qui m'intéresse, c'est, je vais maintenant... Alors, je ne vais pas enlever la Lune. Je n'ai pas besoin d'enlever la Lune. La Lune s'en va toute seule. La Lune s'en va de la Terre à 3,8 cm par an à cause des forces de marée dont Florent Liard parlera tout à l'heure, hein, j'imagine. Et ça, on le mesure très bien actuellement. Et on peut voir ce qui va se passer dans le futur. Et dans le futur, ben voilà ce qui va se passer. Ce diagramme, et c'est ma dernière diapositive avant une petite animation, en fait, elle montre... Ici, vous avez l'orientation de l'axe de la Terre. Ici, on est à 23 degrés, et c'est la position actuelle de la Terre. Et les deux lignes noires, c'est les variations de l'oscillation de l'axe de la Terre. 1,5 degré autour de la valeur moyenne, donc ça fait 2,6 degrés d'amplitude. Et puis ici, c'est le temps. Le temps ici en milliards d'années.
Oui, moi je compte en milliards d'années. Alors des fois, c'est vrai que quand il y a une prise électrique à réparer, c'est des fois un peu gênant à la maison. Bon. Mais alors vous voyez, quand le temps passe, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien la Lune s'éloigne de la Terre. Et quand la Lune s'éloigne de la Terre, en fait, la force avec laquelle elle tire sur le bourrelet équatorial diminue. Et ça va faire que la vitesse de précession va ralentir. Donc elle va passer, elle est de 20 000 ans, et elle va ralentir. En fait, cette vitesse de précession, vous voyez ici, c'est la vitesse de précession, elle ralentit. Et quand elle arrive ici dans la zone rouge, en fait, elle arrive en résonance, c'est-à-dire qu'elle a la même valeur que l'excitation. On a dit que le Soleil, il bougeait, et bien, il bouge à cause du mouvement des planètes. Eh bien, c'est ça qui va faire, en fait, plutôt c'est l'orbite de la Terre qui bouge, mais vu de la Terre, c'est comme si le Soleil bougeait. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un phénomène de résonance. Donc c'est comme, on va avoir amplification, et non seulement c'est une amplification, mais on a recouvrement de plein de résonances et un mouvement chaotique de très forte amplitude. Et l'axe d'Altair fera n'importe quoi entre 90 degrés et 0 degrés. Donc, vous voyez, tant qu'on n'est pas arrivé là, hein, c'est-à-dire dans à peu près 1,5 milliard d'années, il ne se passe pas grand-chose. On a juste une petite augmentation de cette amplitude, de cette oscillation que vous avez vue tout à l'heure, qu'on retrouve, oscillation dont on retrouve la trace dans les climats, dans les données climatiques du passé. Et là, en fait, tout d'un coup, ça devient énorme, c'est-à-dire l'axe fait n'importe quoi entre 0 et 90 degrés là-bas. La zone rouge, en fait, c'est la zone de résonance avec les planètes. Et si je peux jouer un autre jeu, je peux faire comme jeu, je peux dire, ah ben, j'enlève la Lune, aujourd'hui, tout de suite. Et si j'enlève la Lune, je me retrouve d'emblée ici. Et ici, ben, je vais faire aussi n'importe quoi entre 0 et 90 degrés. Et ça, je vais vous le montrer maintenant en vraie grandeur. Il faut que je... Donc là, on a la Terre, on a la Lune. Ce que je vais faire, c'est je vais faire marcher la Terre. Ah. Oui, mais il y a un problème de... Je vais faire les choses plus simples. Voilà. La ligne est bloquée là. Alors, la Lune ne veut plus bouger, c'est ça? Non, mais elle va démarrer. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand... Manquerait plus que ça. C'est la Terre qui ne voulait pas bouger. Donc en fait, voilà. Ça, c'est la précession, hein, comme tout à l'heure. Je vais l'accélérer un petit peu, parce qu'autrement, on ne verra pas bien les choses. J'ai accéléré. Maintenant, on ne voit plus rien. Donc, je bloque. Je ne montre plus le mouvement de précession comme ça. Je laisse juste osciller l'axe de la Terre. Et ce que je vais faire, là, en temps réel, c'est du temps réel, c'est-à-dire que ce n'est pas prévu à l'avance. Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est calculé en ce moment par l'ordinateur. Mais je vais supprimer la Lune. Voilà, je la supprime. Et ce que vous voyez, c'est immédiatement, en fait, l'axe de la Terre. Vous voyez, l'axe de la Terre fait un peu n'importe quoi. Hein, là, c'est devenu... donc, il oscille beaucoup plus. Enfin, la variation, tout à l'heure, c'était bloqué. Je peux d'ailleurs remettre la Lune. Vous voyez, dès que je remets la Lune, on rebloque l'axe de la Terre comme dans la situation normale. En fait, je vais à nouveau l'enlever, hein, parce que c'est...
Et en fait, là, le mouvement est chaotique, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va se passer. Elle peut aussi bien, on sait qu'elle peut aller jusqu'à 90 degrés, mais elle peut aussi bien rester de 0 à 60 degrés. Ça peut aller un petit peu plus loin. Bon, là, vous voyez, je l'ai remise. Bon, je vais la réenlever et puis je vais laisser comme ça. Et puis ce qu'on va faire, c'est on va laisser tourner ça pendant le reste de la séance. Et puis on verra bien ce que fait l'axe de la Terre. Vous voyez, vous n'avez pas trop envie d'être sur une Terre comme ça. Bon, là, quand même, ça se fait lentement. Hein. C'est 1 million d'années pour bouger. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a la position. Il y a des positions assez inconfortables. Des positions assez inconfortables. Vous avez vu que juste des petits changements entraînent déjà des périodes glaciaires ou des choses comme ça. Donc des changements comme ça, ça donnerait des choses beaucoup plus embêtantes. Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est que tout à l'heure, il a été montré dans le petit film, dans le film, là, l'introduction du film, que la création de la Lune s'est faite par un événement catastrophique, qui est la collision d'une planète qui pouvait y avoir avant, en plus dans le système solaire. Donc on a un événement catastrophique qui a créé cette Lune, et créé cette Lune qui est la responsable essentielle de notre stabilité climatique. Donc en fait, ça veut dire que sans cet événement, le comportement de l'axe de la Terre, ce serait plutôt ça. Donc ça vient nous dire une chose, ça vient nous dire que la situation actuelle de la Terre n'est pas générique. On a eu en fait une situation particulière qui est le résultat de cet événement catastrophique. Mais on pourra en rediscuter tout à l'heure. Pour le moment, je pense que je vais laisser juste ça comme ça tourner, pour voir ce que ça va donner dans le futur. Merci beaucoup Jacques Lascar. La vidéo va être diffusée un petit peu plus tard sur les écrans latéraux. C'est vrai que c'est une simulation en temps réel, donc c'est vraiment intéressant. Comme vous l'a dit Jacques Lascar, il ne sait pas lui ce qui va se produire, nous non plus. Effectivement, ça fait froid dans le dos d'être sur une planète comme celle-ci. Cela dit, Jacques Lascar, on a un exemple dans le système solaire de planètes dont l'axe de rotation a des mouvements un petit peu compliqués quand même. On a un très bon exemple, et qui est Mars. En fait, sur Mars, l'axe de la Terre, justement, c'est aussi une des choses qu'on a montré en 93. L'axe de la Terre a des mouvements de ce genre-là, c'est-à-dire moins forts, mais bouge entre 0 et 60 degrés. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur Mars, on a aussi des traces. Ce qu'on a pu montrer, c'est que sans doute, l'orientation de Mars était très différente il y a 5 millions d'années. Et on a des traces géologiques qui nous montrent qui sont des traces de ces variations. En fait, on a pu montrer que si on passe à des hautes obliquités pour Mars, parce qu'actuellement, Mars, on pourrait croire que c'est la sœur de la Terre, parce que l'obliquité, l'orientation de l'axe de la Terre, c'est la même à peu près que la Terre. C'est 24 degrés, puis elle tourne en à peu près la même période. On pourrait se dire que c'est la sœur. Mais en fait, on pense qu'il y a eu des périodes de forte obliquité dans le passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en forte obliquité, les calottes polaires se subliment et vont se redéposer dans les zones équatoriales, là où il y a des volcans, des zones un peu plus en altitude. Et on a des traces géologiques de ces résidus glaciaires à ces endroits qui coïncident exactement à l'endroit où les simulations donnent des résidus quand on met la planète à haute obliquité. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on constate là qu'on a dans le système solaire deux exemples totalement différents. Et l'exemple de la Lune, qui est donc le sujet qui nous intéresse, est frappant. Le rôle de la Lune est impressionnant dans notre situation. D'ailleurs, Jacques Lascar, on parle de temps en temps de planètes doubles pour parler du système Terre-Lune, dans le sens où finalement, aucune planète dans le système solaire n'a un satellite aussi massif. En réalité, Mars a 2 satellites, pour le coup, qui sont minuscules. Oui, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un scénario particulier pour la formation de la Lune, parce que la Lune, c'est 1/81e de la masse de la Terre, ce qui est beaucoup plus gros que la plupart des grosses planètes. Par exemple, si on prend Jupiter, en fait, j'ai plus en tête, autant j'utilise je fais des calculs tous les jours, mais je me rappelle très peu des chiffres, mais en gros, c'est un 10 millième ou un 100 millième, c'est un 10 millième, je crois, de la masse de la planète. C'est-à-dire que donc, du coup, on peut expliquer facilement la formation qui intervient comme résidu de la formation de la planète. Alors que pour la Lune, on a besoin vraiment de quelque chose de beaucoup plus gros. Et là, c'est l'hypothèse actuelle qui fait un peu consensus, c'est l'hypothèse d'un impact avec un gros corps, avec une planète, parce qu'en fait,
ce qu'on sait, c'est que même le système solaire actuel, de toute manière, il est à la limite de la stabilité. C'est-à-dire que ça a été évoqué tout à l'heure. Si on regarde sur un temps de quelques centaines de millions d'années, 100 millions d'années, tout se passe à peu près comme maintenant. C'est-à-dire qu'on a ces oscillations que vous avez vues, mais pas de collision de planètes. Mais si on attend beaucoup plus longtemps, à ce moment-là, on peut commencer à avoir des collisions de planètes, même si elles sont pas très probables. C'est-à-dire qu'on est à la limite des possibilités. Et si on rajoute un corps, si on rajoute une planète, alors là, les collisions sont très faciles. Donc un passé assez compliqué et finalement beaucoup de chance d'avoir eu la Lune pour avoir évolué jusqu'à présent. On va parler des marées maintenant et pour ce deuxième thème, alors les marées et la Lune évidemment ça coule de source si j'ose dire, j'aimerais qu'on présente un deuxième extrait, un extrait cette fois issu de la Lune dans tous ses états et écrit et réalisé par Alexander Abela qui nous a parlé tout à l'heure. Le principe de la gravité nous permet de mieux comprendre la présence des marées. Si on se concentre sur le système de la Terre et de la Lune, c'est la gravité de la Lune qui attire l'océan, ce qui déclenche une marée haute en direction de la Lune et une marée basse dans les deux directions perpendiculaires. La rotation de la Terre provoque une vague et on voit donc la marée monter et descendre. Au commencement du monde, la Lune impose sa cadence. Elle accompagne l'émergence de la vie qui va doucement se développer dans le ventre des océans. Ce sont ces masses d'eau qui, au rythme du va-et-vient des marées, vont ralentir progressivement la rotation de la Terre sur son axe. À l'origine, donc la Terre tournait sur elle-même beaucoup plus vite. Elle tournait sur elle-même en à peu près 20 heures, il y a à peu près 400 millions d'années. Aujourd'hui, c'est 24 heures. Vous voyez que ça ralentit, à cause de ce phénomène de marée océanique. Et ce ralentissement se poursuit, bien sûr. Aujourd'hui, ce ralentissement reste imperceptible pour nous, mais il est bien réel. À sa naissance, la Lune était bien plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faut donc imaginer que nos premiers ancêtres, il y a 400 000 ans, voyaient la Lune d'une quinzaine de kilomètres plus près que nous aujourd'hui. Une infime différence, certes, à l'échelle du cosmos, mais très impressionnante pour les hommes de l'époque. Dans le ciel, la Lune apparaissait plus grosse. Donc vous avez bien compris, en tout cas au passage d'ailleurs, la différence entre les deux films dont on parlait tout à l'heure. Florent Liard, à propos des marées, donc, on comprend une chose dans ce court extrait, c'est que d'abord la Lune était plus proche de la Terre longtemps dans le passé. Je pense qu'il doit marcher, vous allez pouvoir parler dedans, il ne marchait pas de souci. D'abord, est-ce qu'on a des preuves, est-ce qu'on a des indices de cette proximité passée de la Lune et de la Terre? Ça, il faut poser la question à mon voisin. En fait, l'éloignement de la Lune, on le mesure tous les jours, enfin pas tous les jours, mais on le mesure régulièrement, en France d'ailleurs, au CERGA, c'est-à-dire aux environs de Grasse. On envoie un faisceau laser sur la Lune. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant les missions Apollo, il y a des réflecteurs qui ont été posés sur la Lune. Des réflecteurs, donc des miroirs, en fait, c'est des miroirs en forme de coin, et qui ont la propriété de renvoyer le faisceau dans la direction d'où il vient. Et on chronomètre le temps d'aller-retour, et en fait, du coup, on a la mesure de la distance Terre-Lune à quelques centimètres près.
Et du coup, vous voyez, quelques centimètres près, on a des résidus. On fait ça dans mon labo, en fait. On fait ces modèles, on retrouve ça. Et en fait, ces résidus, on a 3 centimètres de résidus. Et vous voyez bien que l'éloignement est de 3 centimètres par an. On a 30 ans de mesure. En fait, vous voyez bien qu'on a eu largement le temps d'avoir une mesure très précise de cet éloignement qui est de 3,84 centimètres par an. Mais il y a une chose, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit dans le film. 15 km, d'accord, mais c'est complètement ridicule de dire que les hommes vont s'être aperçus que la Lune était plus près de 15 km. Et pourquoi c'est ridicule? Parce que de toute manière, la Lune a une excentricité de 5%. Ça veut dire que entre le moment où elle est le plus près de la Terre et le plus loin de la Terre, vous prenez 400 000 km, vous prenez 5% de ça, ça va faire 20 000 km. Et donc il y a déjà des différences de 20 000 km qu'on voit tous les mois nous-mêmes. Donc franchement, non. C'était sans doute au tout début. Au tout début, l'histoire de la Lune, il y a 400 millions d'années pour le coup. Sans doute la Lune était beaucoup plus 400 millions d'années, il n'y avait pas beaucoup d'humains. Hein. Non, exactement, bien sûr. Quand on parle des marées, on parle évidemment d'énergie. C'est une somme considérable d'énergie qui est Oui. manipulée, disons, dans ces phénomènes-là. Est-ce qu'on peut réexpliquer quand même simplement ce que c'est qu'une marée, en quoi la Lune a une influence et quel est le rôle aussi du Soleil dans cette histoire? Alors, de manière très simple, le système Terre-Lune-Soleil, et plus exactement l'excitation gravitationnelle liée à la Lune et au Soleil et la rotation propre de la Terre, vont exciter de manière périodique, sous l'effet des forces d'attraction gravitationnelle, les masses océaniques. Donc en fait, on a la mer, enfin l'océan, c'est un système qui est dynamique. Et ce système dynamique, on vient le chatouiller sur des fréquences extrêmement précises qui sont liées aux mouvements orbitaux de la Terre, de la Lune, du Soleil. Et l'océan, comme une guitare, va répondre à cette excitation. Et donc, je crois que j'ai prévu une ou deux figures. Donc, ouais. Ça, c'est une carte. Je vais peut-être m'approcher. C'est une carte qui représente l'amplitude de la marée dans l'océan. L'amplitude de la marée qui est liée au mouvement, à une lune qui serait moyenne, donc une lune qui aurait une orbite circulaire autour de la Terre dans le plan de l'équateur. Donc c'est pas tout à fait le cas, mais disons que c'est le principal, c'est le mouvement moyen de la Lune autour de la Terre, et c'est ça qui génère la marée qu'on connaît le mieux. Sachant que chaque complication dans le mouvement orbital de la Lune et de la Terre sur son écliptique va introduire une nouvelle fréquence de vibration qui va venir exciter l'océan. Mais cette marée-là, c'est lié au mouvement moyen de la Lune par rapport à la Terre. Et on voit ici les amplitudes. Donc en bleu, c'est les endroits où cette marée est très très faible, quasiment 0 cm à certains endroits. Et l'échelle va jusqu'à 150 cm, 1,50 m. Alors en fait, cette échelle, je l'ai saturée à 1,50 m parce que sinon, on n'aurait pas pu voir ce qui se passe dans l'océan hauturier. Il faut savoir qu'au niveau des côtes, on atteint des valeurs de plusieurs mètres, en particulier sur les côtes françaises de la Manche. Et les structures qu'on peut observer, qui sont vraiment caractéristiques de la marée, c'est des structures qu'on dit amphidromiques. Donc en fait, c'est une succession de nœuds d'oscillation et de ventres d'oscillation. Imaginez une corde de guitare ou un système vibrant avec des parties qui vibrent de manière très, très, très importante et des endroits où les vibrations sont quasiment imperceptibles. C'est exactement ce qui se passe pour la marée. Et donc, la marée océanique, c'est vraiment la réponse dynamique de l'océan à cette excitation. Et il se trouve que dans certaines parties du globe, la géométrie des bassins va accentuer cet effet de résonance. Donc, en général, dans les mers atlantiques et de l'océan Indien, on a plutôt des marées qui sont à la période de 12 heures, 12 heures et demie. Mais dans le Pacifique, les marées dites diurnes, qui ont des périodes de 24 heures, se trouvent dans un bassin beaucoup plus étendu, qui leur sont plus favorables en termes de résonance. Donc, dans le Pacifique, il y a des endroits où la marée
à une période principale proche de l'ordre de 24 heures et non pas de 12 heures. Donc on a un système qui est excité de manière dynamique, enfin qui est excité de manière périodique, qui va répondre dynamiquement. Et en fait, sa capacité à finalement filouter le système Terre-Lune-Soleil, enfin l'énergie gravitationnelle de la Terre, de la Lune et du Soleil, va dépendre de la forme de l'excitation, donc des forces gravitationnelles, et de la réponse de l'océan. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cette carte. C'est toujours pour notre marée lunaire moyenne, qui est la principale qu'on connaît en particulier en Atlantique. Et cette carte représente en fait le transport de l'énergie de la marée. Alors, c'est un peu complexe, mais avec une petite explication, on va vite comprendre. On voit ici un grand bras de circulation de l'énergie qui part de l'Atlantique Sud et qui remonte vers l'Atlantique Nord, qui au nord de l'Atlantique Nord se sépare en plusieurs branches, une qui monte sur le plateau européen, une qui se dirige vers la mer de Barents, et une qui traverse complètement vers l'ouest pour revenir dans la baie d'Hudson et le bassin de Fox. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que l'océan, même s'il est soumis partout aux forces gravitationnelles, est capable d'absorber, enfin de retirer du système Terre-Lune et du système Terre-Soleil de l'énergie à des endroits bien particuliers. Et ces endroits, c'est là où on voit démarrer ce flux d'énergie. Alors, il y a un gros spot ici, donc l'océan ici absorbe énormément d'énergie gravitationnelle. C'est le cas aussi dans l'océan Indien. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que cette énergie dans l'Atlantique Nord, les marées que nous connaissons, sont à proprement parler générées dans l'Atlantique Sud. Alors cette énergie, elle part de l'endroit où l'océan capture l'énergie gravitationnelle. Elle est ensuite transportée, et une fois qu'elle a été transportée, elle va se dissiper. Alors elle se dissipe de manière assez simple. Elle a deux moyens principaux. Le premier moyen, c'est que les courants de marée vont frotter sur le fond de l'océan, ils vont générer de la turbulence, et cette turbulence va ensuite cascader vers de la chaleur. Et le deuxième moyen, qui a été mis en évidence de manière beaucoup plus récente, c'est que la marée va non seulement avoir des oscillations de surface, mais elle va également générer des oscillations internes, c'est-à-dire que l'océan, c'est un fluide qui est stratifié, avec des densités faibles près de la surface et fortes près du fond. Et donc cette marée de surface va venir exciter l'intérieur de l'océan. Et on sait aujourd'hui qu'à peu près un tiers de l'énergie totale de la marée est en fait transmis dans l'intérieur de l'océan. Et donc sur un bilan global d'environ 3 TW, c'est-à-dire que la puissance absorbée, volée par la marée au système gravitationnel est d'environ 3,4 ou 5 TW. Et bien là-dessus, il y a à peu près un tiers qui est réinjecté en fait dans la dynamique interne de l'océan, en particulier les mécanismes de mélange qui permettent à cet océan de continuer à circuler. Parce que l'océan, c'est un peu une machine thermique avec la tête dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'un bon système thermique, c'est l'atmosphère par exemple. Le Soleil réchauffe essentiellement les basses couches de l'atmosphère. Ces basses couches se réchauffent. Sous l'effet de la chaleur, leur densité diminue et donc elles vont avoir tendance à monter. Elles vont être remplacées par des masses d'air plus froides. Donc en fait, si vous chauffez, le système va se mettre en route pour un petit peu moyenner tout ça. L'océan, c'est l'inverse. L'océan, on le chauffe par le haut, en dessous, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, normalement, en continuant à chauffer l'océan par le haut, il va être de plus en plus chaud, de moins en moins dense, et donc il va arriver à un état de stabilité quasi absolue. Il ne pourrait en particulier pas jouer le rôle de modérateur dans le climat qu'on lui connaît. Et pour pouvoir avoir cette circulation des masses d'eau de l'océan, donc c'est des circulations à la fois horizontales, mais aussi sur la verticale, on a besoin d'énergie. Et on a besoin d'énergie en fait pour faire du mélange. Et une partie de l'énergie, c'est le vent. Et l'autre partie qui manque, on pense que ce sont ces marées internes qui la fournissent. Donc
cette dissipation d'énergie, en fait, elle joue un rôle au niveau du climat mondial. Et à l'heure actuelle, un des enjeux, c'est de comprendre comment ces mécanismes vont se modifier en fonction du changement climatique. Excusez-moi, Florent Liard, si la Lune n'existait pas finalement, qu'adviendrait-il des marées et de ce mécanisme que vous venez de nous expliquer? Alors, sans la Lune, et en oubliant toutes les fantaisies que l'orbite terrestre pourrait nous faire voir, il resterait quand même le Soleil. Le Soleil, la contribution du Soleil, c'est à peu près un tiers de la marée totale. Donc, il continuerait à avoir des marées beaucoup plus faibles qu'à l'heure actuelle. Donc, un facteur 3, en gros, on diviserait par un facteur 3 les marées telles qu'on les connaît. Et donc, très probablement, un facteur 3, c'est quand même beaucoup. En termes d'énergie, c'est 3 au carré, donc c'est un facteur 9. Et donc, en termes de capacité de la marée à maintenir un système, à maintenir un niveau de mélange suffisant pour que la circulation océanique puisse avoir lieu, c'est pas sûr. Mais c'est extrêmement difficile de faire des projections de sens, puisque à l'heure actuelle, on sait faire tourner des modèles de climat avec de l'océan et de l'atmosphère sur des périodes assez longues, à condition de ne pas mettre la marée dans l'océan. Donc on n'a pas encore tout compris sur la marée, loin de là. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris encore dans la marée, en particulier en ce qui concerne la marée, les oscillations internes de l'océan sous l'effet de la marée. En fait, c'est un phénomène qu'on connaît, mais dont certains mécanismes sont encore assez obscurs aujourd'hui, en particulier le mécanisme de conversion de ces oscillations en énergie de mélange. Et surtout, les modèles qu'on utilise, si on mettait la physique de la marée à l'intérieur, ça on sait le faire, enfin, pour une grande part, les coûts de calcul exploseraient à un point tel qu'on ne serait pas capable de faire des projections climatiques avec cet ingrédient-là. Donc c'est difficile d'étudier l'impact d'un ingrédient si on ne peut pas le mettre dans les modèles d'évolution qui sont censés nous apporter des réponses. Bien sûr, merci. Venez nous rejoindre. Je crois que ce que vous nous avez raconté sur la marée a inspiré un conte à Martine Compagnon. Ce n'est pas tout à fait un conte, c'est un extrait d'une encyclopédie médiévale qui s'appelle « De la propriété des choses », qui a été traduite en français au XIIIe siècle, rédigée au début du XIIIe par un moine de l'ordre franciscain. Et voici ce qu'il dit sur la mer et les marées. En fait, c'est très simple. La forme du ciel est ronde. Elle est concave de notre côté et convexe au-dessus, comme un bassin de barbier, posé au-dessus. Le mouvement du ciel est naturellement circulaire, oblique, d'Orient en Occident. Et le ciel effectue un tour complet en un jour et une nuit, entraînant tout ce qui est en dessous de lui jusqu'à la région du feu. Il entraîne les sphères des 7 planètes qui tournent autour de lui. Vous voyez, le genre, essoreuse à salade. Et la force du mouvement du ciel se communique aux eaux et à l'air, qu'il met quelquefois en grand mouvement. C'est ce que l'on constate avec le flot de la mer, qui croît ou décroît selon le mouvement du ciel. Donc, je suis ravie de contribuer à l'avancée de la science aujourd'hui. Voilà, tout s'explique. Oui. Cela dit, le phénomène et la compréhension du phénomène a été assez difficile finalement. On comprend la marée que depuis quelques siècles. Grosso modo, il a fallu au minimum Newton pour comprendre ce qui se passait. Comment on expliquait la marée dans les cercles scientifiques, entre guillemets, ou savants, avant le XVIIe siècle? Alors, la marée a été observée très très tôt. Il existe de nombreux textes scientifiques arabes, grecs qui mentionnent le phénomène. Très tôt également, le lien avec la Lune avait été fait. Et après, ont suivi un certain nombre de théories plus ou moins fantaisistes sur les raisons physiques de la marée. Donc, comment est-ce que la Lune faisait pour interagir avec l'océan? Et d'ailleurs, M. Descartes nous en a proposé une qui était assez intéressante, bien que complètement erronée. Mais les deux grands noms, finalement, qui ont vraiment marqué d'une pierre blanche le début de l'investigation scientifique de la marée, c'est Newton et Laplace. Alors Newton, c'est la théorie de la gravitation universelle. Donc lui, il a trouvé finalement le lien entre la Lune et la marée. C'est l'attraction gravitationnelle.
mais il a fait un certain nombre il a déduit un certain nombre de choses de sa théorie qui s'avérait assez peu réaliste, et tout simplement parce qu'il avait fait, enfin l'erreur, ou c'était peut-être parce qu'à l'époque les moyens n'étaient pas encore assez développés, il avait fait l'hypothèse que l'océan n'était pas une machine dynamique, mais répondait de manière statique. C'est-à-dire, donc l'océan, on attire l'océan, et donc aussitôt il va se déformer, il va vraiment suivre l'excitation initiale. Bon, il se trouve que l'océan a sa propre dynamique, donc on l'excite et après il en fait quelque chose. Et ça, c'est Laplace, Pierre-Simon Laplace, qui a mis en évidence ça dans ses équations, qui sont encore très utilisées, même si on a introduit depuis un certain nombre de complications. Mais c'est vraiment ces deux personnes qui ont démarré l'étude de la marée. Alors, juste pour finir, il faut savoir que l'étude de la marée, à peu près, à partir de l'époque de Newton, a attiré quasiment tous les grands scientifiques. Et en particulier Lord Kelvin, Poincaré, etc. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que lorsqu'on joue avec les équations de la marée, on se retrouve avec des systèmes d'équations qui sont les mêmes que ceux de la mécanique quantique. Et alors, c'est très intéressant parce que dans mon travail, parfois, on a besoin de faire des investigations un peu théoriques, et on peut aller pêcher dans le réservoir de la recherche en mécanique quantique pour avoir de nouvelles idées. Là, il s'agit on est d'accord du formalisme, c'est-à-dire que des outils mathématiques qu'on peut Les mobiliser. équations ont exactement la même forme. L'équation de Schrödinger. Exactement. C'est effectivement très, très étonnant. Écoutez, je vous remercie. Je propose qu'on passe à la troisième partie de cette soirée. On va passer quelques extraits qui vont illustrer donc, le troisième thème qu'on voulait aborder avec vous, à savoir l'influence de la Lune sur les cycles biologiques. Et nous avons donc sélectionné 2 extraits. Mais les puissants félins connaissent l'horloge lunaire. Ils savent que juste après les nuits de pleine lune, ils auront une opportunité idéale pour chasser. La lune va tarder à se lever, et le soleil qui décline annonce les instants les plus sombres. Aux premières heures de la nuit, le territoire des lions sera plongé dans un noir absolu. C'est l'instant où ceux du jour croisent ceux de la nuit. L'instant de tous les dangers pour ceux qui tardent à se mettre à l'abri. L'œil des spécialistes règne alors en maître sur ceux devenus aveugles, abandonnés par l'astre de la nuit. Après un vol de quelques 10 000 kilomètres, des milliers de Pécassos se posent sur les plages de l'Atlantique Nord. Leur survie dépend des œufs de limule, de cette manne offerte depuis des millions d'années à date fixe dans le calendrier lunaire. Les oiseaux ne s'arrêtent que quelques jours. Quelques jours seulement pour se gaver de caviar de limule, avant de repartir 6000 km plus au nord. Voilà, alors c'est assez presque terrifiant cette deuxième séquence. Philippe Hebb, vous êtes biologiste et vous êtes beaucoup intéressé à ces sujets des cycles biologiques. Alors moi, quand j'ai découvert la chasse des lions, je me suis dit, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, effectivement, ça paraît évident que ceux qui voient la nuit sont avantagés par les périodes de nouvelle lune.
Les limules, j'ai été très surpris. D'ailleurs, je remercie François Dribroll de m'avoir fait découvrir cet animal que je croyais éteint depuis des centaines de millions d'années. Expliquez-nous un petit peu cette deuxième séquence, s'il vous plaît, Philippe Hebb. Qu'est-ce qui se passe régulièrement avec ces animaux et pourquoi choisissent-ils de pondre à certains moments? Et est-ce que d'autres espèces, en fait, agissent de cette manière? Et prenez un micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, déjà, tout d'abord, c'est superbe de voir des images d'articles qu'on a lus. Donc, quand on lit l'article, on s'imagine. Et voir les images, c'est toujours superbe. Je me réjouis de voir le film et en complet. Alors, donc juste pour faire une petite introduction, je suis biologiste et je travaille en écologie comportementale. C'est-à-dire, on étudie comment l'écologie va influencer le comportement des animaux. Et donc, quand on parle d'écologie, on parle des effets de l'humidité, de la température, des effets des prédateurs, des parasites, etc. Et il y a un nombre de chercheurs qui s'est penché sur la question, est-ce que la Lune va jouer un rôle sur la vie et le comportement des animaux? Et alors, ce qui est intéressant, tout d'abord, c'est d'imaginer s'il a un rôle, essayer d'identifier quel rôle il peut avoir. Et puis, il faut que ça soit un rôle significatif, c'est-à-dire que l'influence de la Lune ait une influence sur la survie ou sur les capacités de reproduction des individus. Donc, à partir de là, on peut déjà commencer à poser des questions plus ciblées. Alors là, par exemple, pour les limules, vous avez vu, elles sont toutes arrivées au même moment sur la plage et elles vont toutes pondre de façon synchronisée. Alors, dans la nature, on observe ça chez de nombreuses espèces. Par exemple, les coraux aussi synchronisent leur reproduction avec les cycles de la Lune. Beaucoup d'invertébrés et de poissons marins vont synchroniser leur reproduction avec les cycles de la Lune. Alors, un des mécanismes qu'on invoque, c'est ce qu'on appelle un effet de dilution. C'est-à-dire que si vous devez pondre vos œufs et une proportion de ces œufs vont être dévorés par des prédateurs, autant y aller par centaines ou par milliers. Vraiment noyer le poisson, c'est le cas de le dire, noyer le prédateur, et le prédateur va en prendre une certaine partie, mais il n'arrivera pas à consommer l'ensemble. Donc on observe ces phénomènes de synchronisation. Donc avec les rythmes réguliers de la Lune, les animaux peuvent utiliser certains critères de luminosité, etc., pour se synchroniser avec la Lune. Mais il y a aussi le rôle très important des marées, qui vont faire que quand ces œufs éclosent, les larves vont être emportées par les courants et vont dériver jusqu'à ce que leur croissance leur permette de revenir et s'installer sur un endroit. Par exemple, on pense aux coraux, par exemple. La larve des coraux va dériver dans les courants. Donc il y a ce phénomène de synchronisation qui permet de diminuer les risques de prédation par des prédateurs à l'endroit où on se reproduit. Voilà, ça c'est un des mécanismes qui joue un rôle. Alors, en parlant de la marée, j'ai lu, parce que j'ai lu aussi le livre Lune, où vous intervenez, et vous parlez parlez-nous du grugnon de Californie. Voilà. Voilà, alors ça c'est un poisson endémique de Californie, il y a 2 espèces. Et alors il a adopté une stratégie extrême, c'est-à-dire que pour réduire les risques de prédation de ses œufs, les femelles vont s'échouer lors des grandes marées sur la plage, volontairement, et vont pondre les œufs dans le sable. Et ces œufs vont se développer en alevins, et lors d'une prochaine marée, les alevins vont renager dans l'eau et repartir. Donc là, on a un cas extrême d'évolution du comportement où l'animal, le poisson, va prendre un risque énorme qui est de s'échouer. Mais l'avantage, c'est que ces œufs, étant enterrés dans le sable, sont hors de portée pour la plupart des prédateurs qui s'attaquent aux œufs de poisson dans l'océan. Donc ça, c'est une stratégie, disons, qui est spectaculaire. Et d'ailleurs, le poisson, le grugnon, est actuellement protégé. Ils essayent, parce qu'évidemment, il est très susceptible à... Il suffit de se pencher pour le ramasser. Voilà, il suffit de se pencher. Donc là, il y a tous des programmes de protection pour ces espèces. Voilà. Ça, c'est un exemple extrême d'adaptation. Maintenant, on peut se poser la question, justement, quel est le rôle de la Lune? Donc, ils doivent synchroniser avec les marées pour aller s'échouer sur la plage. Donc, ils synchronisent leur comportement de reproduction avec les cycles des marées. Est-ce qu'on a une idée de la façon, d'ailleurs, dont ces animaux
sentent, entre guillemets, qu'il va y avoir une grande marée, que c'est le moment de s'échouer pour aller pondre. Est-ce qu'on a des indications à ce propos? Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. Tout d'abord, les cycles des marées sont des cycles répétitifs très très prévisibles, avec des laps de temps. Ils sont réguliers, ils arrivent avec des laps de temps vraiment très prévisibles. Donc, chez la plupart des organismes vivants, on détecte des rythmes biologiques qui sont préétablis, qui vont être présents même sans aucun stimulus externe. C'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Entre eux, il y a d'autres types de rythmes, mais ça, c'est un rythme donc, qui est quotidien, par exemple. Quand on pense à la vie d'une moule ou à la vie d'une huître, elle doit se faire fermer, et rester étanche, tolérer le soleil et s'ouvrir lors de la prochaine marée. Donc elle va évoluer des adaptations et aussi une façon de se programmer pour s'ouvrir au bon moment. L'huître qui se trompe, elle va dessécher. Donc il y a déjà ces rythmes endogènes, et sur ces rythmes endogènes qui ont évolué chez la plupart des organismes vivants, vont venir se greffer dessus des signaux de l'environnement que l'animal va capter et pour affiner sa réponse. Et donc, d'ailleurs, je parlais justement avant la présentation, il y a des articles qui ont montré que des animaux dans les grands fonds arrivent à synchroniser leur comportement de reproduction par rapport au cycle lunaire. Mais alors, les grands fonds, il fait nuit noire, donc la question c'est quel signal ils détectent. Donc, ils peuvent, on assume, ça n'a pas été prouvé, mais ils peuvent détecter des variations minuscules dans les courants marins, même à des très grandes profondeurs. Donc voilà, ça c'est un des mécanismes qui est possible. Oui, Florent Liard, vous avez quelque chose à ajouter? Si, ça va venir. Pour compléter aussi la réponse, la disparition de la marée se fait en partie par frottement sur le fond. Et donc, ce frottement mécanique va générer du mélange. Et l'effet de ce mélange, je ne sais pas si vous êtes allé passer des vacances en Bretagne, c'est l'arrivée d'eau froide proche de la surface. Donc, c'est ce qu'on appelle typiquement le front d'Ouessant. Le front d'Ouessant, c'est en fait un front qui sépare une région sud où ces eaux froides sont brassées mais pas suffisamment pour aller jusqu'à la surface, et la partie plus Nord-Bretagne. C'est pas parce qu'il fait plus mauvais dans la partie nord de la Bretagne que l'eau est plus froide, c'est simplement que les courants de marée sont plus importants à cet endroit-là, et donc le mélange est plus vigoureux, et donc ces eaux froides de fond en fait se sont tellement mélangées qu'elles arrivent à impacter les zones baignables, donc les 2 premiers mètres à partir de la surface. Et en fait, évidemment, ce mélange, il va suivre le cycle des morts eaux et des vives eaux. Et on peut imaginer qu'un organisme sensible à la température saura également, pourra prédire l'arrivée ou pas de grandes marées, ou au contraire de périodes plus calmes, grâce simplement à une mesure de la température de l'eau où il se trouve. Donc là, on voit bien que la Lune, par ce phénomène de marée, influe sur tout un tas d'indicateurs auxquels les êtres vivants peuvent être sensibles. Alors, il y a aussi la lumière, donc c'est le cas des lions en particulier, donc c'est effectivement évident que la Lune nous éclaire. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, donc il y a par les prédateurs, d'espèces vraiment sensibles à la lumière de façon très, très nette et qui se synchronisent en fonction des phases de la Lune? Alors, si on voulait simplifier les effets de la Lune sur les organismes vivants, il y a un effet donc, des marées. Tous les organismes qui dépendent des marées vont être influencés. Il y a l'effet de la luminosité. Alors là, tout dépend si on est une proie ou un prédateur. Donc, une pleine lune peut être une bonne nouvelle pour une proie s'il peut détecter le prédateur, ou bien ça peut être une mauvaise nouvelle pour le prédateur qui va être plus facilement détecté. Donc, selon l'espèce qu'on étudie, elles vont avoir des réponses différentes par rapport à ça, à cette luminosité. Et le troisième phénomène qui a été décrit assez récemment, c'est en fait des insectes qui utilisent la lumière, la polarisation de la lumière de la Lune pour s'orienter en Afrique, des scarabées. Donc ça, c'est les 3 grandes mécanismes. Donc la relation, dès que vous avez
une relation proie-prédateur, vous pouvez avoir, et qui chassent, qui sont actifs la nuit, vous pouvez avoir un rôle de la Lune qui va jouer. Alors on retrouve ça chez des serpents en tant que prédateurs, évidemment les lions, chez les proies, chez les oiseaux aussi, les prédateurs qui chassent, les insectes au vol. Et par contre, les proies, par exemple les chauves-souris, apparemment, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les chauves-souris n'aiment pas du tout la pleine lune, parce qu'elles deviennent des cibles très visibles dans le ciel. Donc les chauves-souris, elles ont tendance à éviter ou réduire leur vol durant les nuits de pleine lune. Voilà. Donc dès qu'on a des prédateurs actifs la nuit, on peut imaginer qu'il y a cette interaction proie-prédateur. Moi j'ai une question par rapport à ces problèmes, en fait ces exemples. C'est justement ce qui vient d'être dit là sur le mélange et qui de l'eau et l'eau froide qui remonte à la surface quand la marée est assez forte. En fait, bon, ça pose une question qui est quand on a un exemple de comportement qui est différent avec la Lune. Donc la question c'est, est-ce que c'est une adaptation tout simplement parce qu'on capte, on voit qu'il fait plus chaud, la lumière est plus meilleure, donc on va aller à la chasse, si on s'appelle un lion, ou bien on fait autre chose, ou bien le lion s'est dit à l'avance, ah mais dans 3 jours c'est la pleine lune, et je prévois d'aller faire une partie de chasse à ce moment-là. Et disons que c'est ça la question, c'est est-ce qu'il y a des cycles qui sont enregistrés et qui sont intégrés dans l'animal ou le végétal, ou est-ce que c'est juste une adaptation immédiate à la situation locale? Je dirais que tout le monde a tendance à vouloir croire qu'il y a des cycles lunaires et que ça. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que pour démontrer qu'il y a vraiment ces cycles, il faut des preuves extraordinaires, quoi. Voilà, c'est toujours le problème de quand on veut montrer des faits extraordinaires, il faut des preuves extraordinaires. Voilà. Oui, alors je ne mettrai pas du tout dans le même panier les cycles des moules et des huîtres accrochés à une pierre qui dépendent des marées et l'exemple des lions. Déjà, par définition, un prédateur opportuniste comme un lion, on peut imaginer qu'ils ont des stratégies très très flexibles. Maintenant, les lions savent que tous les mois, il va y avoir ces pleines lunes, donc ils s'y préparent. Mais de son côté, les antilopes, elles savent très bien aussi que ça va être le cas. Donc vous êtes en fait dans une course à l'armement. Donc en fait, dans la nature, souvent on observe des animaux qui vont être adaptés à certains processus qui peuvent nous paraître très sophistiqués. Et la question, on observe le phénomène, par exemple le comportement de chasse des lions qui est modifié par rapport au cycle de la Lune. Mais la question centrale n'est pas de savoir si c'est vraiment une adaptation ou pas, ou bien on peut se poser la question sur le mécanisme exact. Ce qui est intéressant, c'est d'observer le phénomène. Alors, le problème pour les biologistes, c'est faire la part des choses entre des corrélations qu'on observe et un lien de cause à effet. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. Et les meilleures études qui existent par rapport à ces relations proie-prédateur ont été réalisées en Israël avec des gerbilles qui vivent dans le désert du Negev. Et ces gerbilles, en fait, elles évitent de sortir hors des buissons lors des nuits de pleine lune. C'est beaucoup trop dangereux. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce système-là, c'est qu'ils ont pu modifier la luminosité nocturne avec des lampes dans des enclos. Et ils ont pu retrouver le même comportement qu'ils observaient lors des nuits de pleine lune. Donc clairement, ces animaux-là, ils peuvent réagir au coup par coup selon la luminosité qu'ils détectent. Oui, mais ils ne prévoient pas qu'il va faire... Non, mais nous, on ne parle pas de décision consciente. C'est-à-dire la gerbille qui va sortir n'importe quelle nuit, s'approvisionner indépendamment de la Lune, va simplement avoir une survie beaucoup plus faible et va laisser moins de descendants. Donc les gerbilles qui tiendront compte de la luminosité nocturne vont laisser plus de descendants et ils auront hérité les mécanismes cognitifs ou sensoriels qui leur permettent de s'adapter. Donc, alors après, on peut se poser la question, ça peut devenir assez compliqué, où est l'adaptation? Ce n'est pas l'adaptation forcément à la Lune, mais c'est l'adaptation à réagir à un stimulus de l'environnement, par exemple. Lumineux, en l'occurrence. Une autre façon de poser la question, c'est peut-être, vous avez parlé des moules et des huîtres qui se ferment et qui s'ouvrent périodiquement.
parce que c'est une expérience que j'ai jamais fait finalement, si on met des huîtres dans une eau plate, enfin sans marée, est-ce qu'elles s'ouvrent, elles se ferment périodiquement ou est-ce qu'elles réagissent au fait que tout d'un coup il n'y a plus d'eau autour d'elles? Voilà, mais ça, c'est les expériences classiques. C'est comme ça que ces rythmes ont été découverts. C'est que vous prenez ces organismes qui vivent justement, qui sont vraiment dans ces environnements inféodés aux marées, et vous retrouvez ces rythmes qui sont présents. Donc c'est des rythmes qui sont vraiment inscrits pour le coup dans le... Voilà, alors si on veut revenir à l'ancienne terminologie, on peut dire que c'est de l'inné. Mais après, ça ne veut pas dire que l'animal ne peut pas réagir par rapport aux conditions locales. Parce qu'on peut imaginer, comme l'image a montré, vous avez des moules qui vivent dans des habitats où les marées sont très importantes ou que d'autres. Et d'ailleurs, on voit bien, quand on se promène sur une plage, que vous avez des moules qui sont à différentes strates et elles vont être exposées à l'environnement de façon différente. Donc il peut y avoir des phénomènes d'apprentissage ou de sélection qui viennent s'ajouter l'un sur l'autre. En fait. On parlait de la lumière, et quand on parle de la lumière, on a envie aussi de parler des plantes. Est-ce qu'on a des exemples d'adaptation liées à la Lune dans le monde végétal aussi, ou alors là c'est beaucoup plus compliqué Alors en fait, en tant que biologiste, quelque chose qui est très intéressant, c'est faire la part des choses entre les mythes, la culture populaire et les faits scientifiques. Et alors, on parlait de surprises, François parlait d'avoir des surprises. Moi, la surprise, c'est par rapport aux plantes, en fait, parce qu'il y a toutes des croyances sur le fait qu'il faut récolter les plantes dans un certain cycle, etc. Et l'idée de base étant que la force gravitationnelle va faire que la sève va monter plus rapidement dans la plante, et selon les cycles de la Lune. Et en fait, par des lois physiques, c'est simplement pas possible. La quantité d'eau qui est présente dans la plante est simplement infime, donc la gravitation n'arrive pas à avoir une emprise là-dessus. Donc il y a toute une littérature là-dessus et des croyances sur la croissance des cheveux, etc., mais qui n'est pas vraiment basée sur des faits réels. Ceci dit, il y a certaines populations d'arbres où les chercheurs ont pu montrer, en coupant les troncs, en regardant les anneaux de croissance, ils retrouvent, parce qu'en fait, il y a des cycles qui sont plus longs, qui sont basés sur des dizaines d'années. Je ne me souviens plus tellement du terme de la Lune. Pardon ? Non, je pense que c'est la technique. C'est des cycles plus longs, qui ont des phases, et on retrouve, en fait, dans l'anneau de croissance, c'est le cycle de la Lune qui ont des phases de 16 ans, je crois. 18 ans 6. 18 ans 6, voilà. 6, oui. Alors, oui, ça c'est. Alors je sais plus. Mais ça va se traduire. Ça, le cycle de. Comment est-ce qu'on appelle ces cycles-là de 18 ans? Je ne sais pas qui les appelle, parce que ça doit dépendre des populations. Il n'y a pas un terme. Ils viennent tout seuls, je pense. Enfin, juste pour. En marée, on appelle ça les variations nodales. Les variations nodales. Voilà, c'est ce que je disais. Chaque population a sa dénomination. Ouais. Alors, en fait, parce que c'est le mouvement. On comprend nodal parce que c'est le mouvement de l'orbite de la Lune qui précesse autour de la Terre comme ça en 18 ans 6. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, ce qui est étonnant, c'est que des chercheurs ont trouvé des relations entre les anneaux de croissance d'arbres et ces cycles-là. Alors là, de nouveau, c'est la question, est-ce que c'est un hasard? Parce qu'on a aussi retrouvé, par exemple, des populations, des fluctuations de lièvres au Canada avec ces mêmes cycles de la Lune. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces cycles de 18 ans 6 vont influencer, par exemple, les variations des marées. On va avoir, si on regarde, ça c'est un phénomène physique, on va avoir des plus fortes marées qui vont correspondre, on va retrouver ce cycle de 18 ans 6 avec l'amplitude des marées. Donc, s'il y a des effets qui dépendent, donc on va avoir des variations climatiques, on va avoir des choses comme ça, il peut y avoir, ça ne veut pas dire qu'il y a causalité, comme tu le disais tout à l'heure, ça veut dire que tous les deux peuvent dépendre d'un autre phénomène. Donc vous êtes en train de dire que la marée est encore cachée là-dessous. Finalement, d'une manière ou d'une autre, je le donne comme exemple. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais c'est un des exemples. Donc là, c'est une conséquence, là c'est visible, c'est mesurable, si on fait et on va le retrouver. On peut retrouver comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver dans des dépôts géologiques très anciens. On va pouvoir, il y a des dépôts qui datent de 600 millions d'années, mais on retrouve le cycle des marées et on va pouvoir en déduire la distance Terre-Lune de l'époque, la durée du jour, tout ça, en retrouvant ces différents cycles.
J'aimerais juste faire un point justement sur ces corrélations qu'on observe, qui peuvent être fortuites. Alors, sur le cas des arbres, par exemple, les marées peuvent effectivement modifier le climat le long des côtes, etc., qui va avoir une influence sur la croissance des arbres. Donc, ce ne serait pas un effet directement de la Lune, mais ce serait un effet de la Lune sur les marées et ainsi sur la croissance. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est le cycle des menstruations des femmes, qui dure 28 jours pour nos populations occidentales, et que ça correspond plus ou moins au cycle de la Lune. Donc, les gens, ils voient un lien de causalité. Et d'ailleurs, il y a toute la mythologie sur la Lune, la fertilité. D'ailleurs, ça, c'est toute une histoire de relation avec les animaux d'élevage, la fertilité par rapport au cycle de la Lune. Mais bref, en fait, cette relation, elle ne tient pas, parce que si on regarde des populations humaines au niveau de la Terre, le cycle des femmes varie pas mal, jusqu'à 31, 32 jours. Et donc, le chiffre de 28 est vraiment biaisé. Ce n'est pas toutes les populations humaines. Mais ça montre bien comment, à partir de... Et puis, si on regarde par d'autres primates, ils n'ont pas du tout ces mêmes cycles. Donc, on se dirait les autres pourquoi primates... les hommes, oui. Voilà, et puis pourquoi les primates? Pourquoi On les peut hommes et prendre pourquoi les pas autres les chimpanzés? mammifères et il n'y aura pas du tout les mêmes cycles non plus. Exactement. Alors, je crois que notre discussion a inspiré un conte ou un haïku peut-être à Martine Compagnon. Deux contes, mais je vais en choisir un puisque j'ai failli apporter une réponse à la question de corrélation et de causalité. Mais je vais plutôt répondre du coup à la question sur la Lune et les plantes. Puisque dans les légendes indiennes, Soma, le Lune, le dieu Soma, est posé dans le ciel entier, plein par le grand Daksha. Et Soma est vénéré des hommes parce qu'il est le dieu des danses, il aspire les danses, il inspire les amours. Et c'est aussi celui qui préside à la croissance des plantes. Donc Lune, présent, plein à lui-même, observe un cycle régulier. Lune nous veille, Lune nous regarde, nous éclaire. Et Lune s'ennuie d'une langueur glaciale parce que Lune est seule. Et il trouve ça extrêmement injuste, personne ne le veille, personne ne l'éclaire. Donc il va se plaindre à Daksha, et Daksha entend la remarque et propose à Lune d'épouser ses 28 filles. 28 étoiles, reines de grâce et de beauté. Et Lune, Soma, accepte avec plaisir. Et voici que 28 lumières sont placées pour accompagner le circuit de Lune. Et voici que lorsque Lune maintenant se déplace dans le ciel, il sait que chaque mouvement le rapproche de la beauté. Et voilà que parmi les 28 épouses qu'il vient d'acquérir, de rencontrer, d'épouser, l'une d'elles attire irrésistiblement ses regards. Elle a une étoile rouge posée sur l'épaule. Alors, au cours d'un premier passage, il lui demande son nom et elle répond « Je suis Rohini, la rouge », que l'on appellerait Aldébaran. Et le cœur de Lune se met à battre. Il aime se rapprocher de Rohini. Lorsqu'il s'éloigne, son regard reste tourné vers elle. Et insensiblement, Lune modifie le cycle et le rythme de son déplacement parce qu'il grappille d'abord quelques milliers de millièmes de seconde, puis ça devient de plus en plus visible et au bout d'un moment, ça éclate aux yeux de tout le monde. Il préfère Rohini et passe plus de temps à assister à ses danses et à ses chants qu'aux 27 autres épouses qui, au bout d'un moment, sont d'abord surprises, puis tristes, rivalisent de grâce, de chant, d'harmonie. Et puis la tristesse se mue en colère et au bout d'un moment, elles montent voir le grand Daksha et posent leur plainte en disant « Là, il y a inéquité. Notre mari nous délaisse, en préfère une de nous. » Donc le grand Daksha invite d'abord Soma, demande aux 27 étoiles de reprendre leur place et puis tense un peu Soma en disant « 27 épouses, 28 avec Rohini, ton rôle est d'accorder à chacune d'entre elles un regard équitable. » Et Soma promet. Mais dès qu'il reprend sa place, c'est pas possible. Elle lui plaît plus que tout, donc il accélère avant d'arriver, il traîne un peu, il traîne en repartant, ça fait des ellipses absolument excentriques, enfin bref, il y a un bordel qui se met en place, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, Daksha rappelle Soma et lui fait c'est mon deuxième avertissement. Tu dois garder un cycle régulier, tu as 28 épouses et Soma promet, comme on promet de rentrer plus tôt à la maison,
comme on promet d'oublier celui ou celle qui tient notre cœur. Donc Soma craque sa promesse après quelques nuits passées. Et Daksha décide de sévir, Daksha émet un jugement et Daksha condamne Soma, la lune, lune, à dépérir pour avoir manqué à sa parole, pour avoir mis du désordre dans le grand ordre cosmique. Et nuit après nuit, Soma est grignoté, dépéri, et puis il finit par n'être qu'un croissant ridicule, et il va disparaître en murmurant « Je meurs d'amour ». Quand les autres dieux viennent se poser au pied de Daksha, ils disent « On ne peut pas le laisser mourir ». Je te rappelle qu'il préside à la montée de la sève. Je te rappelle qu'il préside aux accouplements. Je te rappelle que sans lui, les fleurs n'éclosent plus, les plantes ne poussent plus, les animaux sont désorientés, les hommes sont désappointés, il ne peut pas mourir. Et Daksha révise son jugement. Soma, si tu me prouves que tu peux te partager équitablement entre les 28 épouses, alors ton dépérissement ne durera que la moitié de ton cycle. Et l'autre moitié, tu guériras. Et lorsqu'il semblera que tu vas disparaître, tu plongeras dans les eaux du fleuve sacré, elles te régénéreront et tu reviendras en place. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis ce jour, la lune ou le lune croît. Et puis, à un moment donné, pour lui rappeler que les promesses et les résolutions sont bien fragiles, elle décroît et se souvient que pour qui ne regarde qu'une étoile, il faut encore apprendre à aimer. Et avec ce cycle, Lune nous rappelle que l'amour n'est pas exclusif, qu'il doit englober l'ensemble de l'univers. Et Rohini, la rouge, Aldébaran, elle, le temps n'a aucune prise sur elle. Elle continue d'être là et de danser avec délice lorsque passe devant elle celui qui apprend tout juste à aimer. Merci beaucoup Martine Compagnon pour ce conte. Nous sommes arrivés quasiment au terme finalement, oui, de cette séance. On va peut-être prendre le temps de prendre 2 questions, mais pas plus dans la salle. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais me déplacer et je ferai passer le micro. Monsieur. Ce n'est pas des questions, c'est des précisions. Précision. À propos de la collision de ce météore qui a donné naissance à la Lune, la Terre, avant la collision, tournait en 5 heures, ce qui n'aurait pas permis la vie, parce qu'elle tourne en 24 heures, la Terre. Et deuxième point, elle s'est éloignée suffisamment pour qu'on n'ait pas les marées de 300 mètres de haut. Ça aurait été aussi une deuxième catastrophe. De l'utilité des conflits pour créer la vie. Non, mais tourner en 5 heures, on n'en sait strictement rien. Les enregistrements ne remontent pas jusque-là. Ah non, là c'est vraiment des choses qu'on ne sait pas du tout. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Par contre, il y a une chose qui est intéressante à propos de l'histoire. Si on regarde l'évolution passée, si on prend l'effet de marée tel qu'il a été décrit là, tout à l'heure, actuel, et puis qu'on fait le calcul avec cet effet de marée dans le passé, eh bien, on arrive à la collision de la Lune avec la Terre il y a 1,2 milliard d'années. Alors ça, c'est gênant. Ça, c'est très gênant. Et ça, c'est l'indication que l'effet de marée actuel, il n'a pas toujours été aussi fort. On est plutôt dans un état où, à cause sans doute parce que l'effet de marée, la dissipation de marée, elle est essentiellement dans les océans. C'est pour ça qu'il y a ces calculs qui sont faits. Et en fait, donc la manière de résoudre le problème, c'est de se dire sans doute ça a été différent dans le passé. Mais c'est encore quelque chose de très incertain. Et on a toujours ce problème de faire coller vraiment le calcul dans le passé de l'évolution du système Terre-Lune avec une collision à 4,5 milliards d'années, comme le montrent les observations des échantillons lunaires. Merci. Monsieur, une question? Oui, bonsoir. Je voudrais avoir une petite précision concernant ce phénomène de précession de l'axe terrestre. Selon l'explication que vous avez donnée, les planètes qui n'ont pas de lune devraient, en fin de compte, perdre complètement de la régularité. L'axe devrait s'inverser au bout de quelques millions d'années, si j'ai bien compris l'explication, puisqu'il n'y a pas le phénomène de lune qui stabilise. Est-ce que il y a aussi un effet inverse sur la Lune? Est-ce que, je sais que la Lune, elle montre toujours le même côté, mais elle a quand même un axe de rotation. Est-ce que sur des millions d'années,
ou des milliers d'années, il y a aussi le même phénomène de précession sur l'axe de rotation de la Lune. Et qu'est-ce que c'est exactement que ce 18,6, ce cycle de 18,6 ? Je n'ai pas compris à quoi ça correspond exactement. Alors, je vais commencer par répondre à la dernière question. 18 en 6, c'est juste, vous avez la Terre, la Lune qui est autour, et la Lune a une inclinaison de quelques degrés par rapport au plan de l'orbite de la Terre. Et en fait, elle va précesser, l'orbite va précesser en 18 en 6. Donc le plan de l'orbite va bouger, va faire un tour complet en 18 en 6. Alors maintenant, le mieux, c'est la question de tout à l'heure. Bon, Et oui, les économiseurs d'écran sont ça, c'est pas bien, hein. Moins intéressants que la simulation qu'on voulait vous montrer, qui a disparu au bout d'un certain temps. Ouais, mais je crois qu'il ne s'est rien passé, en fait. Vous voyez, on est resté avec cette fois-ci avec une obliquité qui n'est pas du tout allée à 90 degrés, mais comme je vous ai dit, c'était le risque du métier, du temps réel, de la non... Alors, je vais mettre ça de côté, je veux juste revenir à cette diapo que je montrais tout à l'heure, parce que c'est là qu'on a la meilleure réponse à votre question. Oui, alors là, il faut que les gens regardent sur les côtés, mais il y a deux écrans. Non, mais c'est mieux de le mettre là. Si c'est possible, ce sera mis. Parce que j'ai pas le bras assez long pour aller sur les côtés. Alors, on va voir si on va voir si en régie ça dort. Sur le, ah voilà, super. Merci, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc, alors voilà, pour les autres planètes, vous voyez bien que effectivement, dans le cas de la Terre, un tiers de l'effet de marée, c'est le Soleil. C'est ce qu'on voit quand on va à la plage. Les marées, on a les fortes marées quand la Lune et la Terre se mettent à tirer ensemble. Et parce qu'on a un tiers qui est le Soleil, donc on se retrouverait là sans la Lune, et les deux tiers dus à la Lune. Mais ça dépend de la masse déjà ici. Si on avait une Lune 2 fois plus petite, eh ben, on serait ici 2 fois moins massif. Si elle était toute petite, on serait juste là. Donc ce n'est pas juste le fait d'avoir une Lune, ça dépend de la masse. Donc pour beaucoup des autres planètes, même les lunes dont on a parlé tout à l'heure, leur masse est toute petite et ça change quasiment rien. Maintenant, cette image-là, on a à peu près la même pour toutes les planètes internes du système solaire, du genre Mercure, Vénus, Mars aussi. On a la même image. Mais parce qu'elles ne sont pas toutes à la même distance du Soleil, elles ne se trouvent pas dans la même zone ici. Par exemple, Mars se trouve ici. Donc en fait, cette zone chaotique de 60 degrés, c'est parce qu'on bouge ici. Si vous rajoutiez une lune là, peut-être vous avez une grosse lune, mais quand vous rajoutez une lune, les lunes actuelles, elles font rien. Elles sont trop petites. Mais vous rajoutez une grosse lune, vous allez peut-être tomber là. Ce ne sera pas mieux. Il faudra rajouter une très grosse lune pour aller sortir là. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste symboliquement le fait d'avoir une lune qui stabilise. C'est dans le cas de la Terre, ça stabilise parce qu'on a cette image-là et que ça nous a fait sortir de la zone rouge pour aller dans la zone bleue. Mais juste pour monsieur, parce que de ce que j'ai compris de sa question, une image qu'on a l'impression, c'est que la Lune, la nôtre, est la plus grosse. C'est pas qu'elle est la plus grosse, c'est qu'elle est la plus grosse relative à la planète mère. Relative à la planète, oui. Mais elle est très grosse quand même. C'est vrai, alors effectivement, il y a des lunes aussi grosses que la Lune ailleurs dans le système solaire, notamment autour de Jupiter. Mais toutes petites, comme on l'a dit tout à l'heure, 10 000 fois plus petites que la planète. Voilà. Alors que nous, c'est 1/80e de la planète. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on n'a malheureusement pas le temps de prendre d'autres questions. Je pense qu'on peut remercier chaleureusement Jacques Lascar, Florent Liard et Martine Compagnon et Philippe Hebb. Merci beaucoup. Et je pense qu'une observation, alors on me confirme ou pas, on peut. Il fait nuit, il fait beau? Pardon? Super, donc si vous voulez observer d'autres lunes que la nôtre, donc en l'occurrence celle de Jupiter, allez les voir. Si vous n'avez jamais vu les lunes de Jupiter dans un instrument, même s'il est petit, ça vaut vraiment la peine. Et puis là, c'est des instruments qui sont quand même assez importants, des instruments d'amateurs mais qui sont assez gros, donc je vous invite à... Même dans une petite lunette. Oui, tout à fait. Galilée les a vus dans une petite lunette finalement. Galilée les a vus dans une lunette dégueulasse. On se demande comment il a vu ça, donc vous pouvez suivre... Il fallait être vraiment un très bon observateur. Vous pouvez suivre Nicolas Franco, qui est le monsieur barbu là-bas, qui
il vous attend à la sortie et il vous amènera sur le lieu d'observation si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup.